Bonsoir Thierry Breton. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie et des finances, alors que cela fait 100 jours que Donald Trump a de nouveau pris possession du bureau ovale avec les désordres que l'on sait, économiques, géopolitiques, on en parlera dans un instant. On parlera aussi de la situation budgétaire ici en France, 40 milliards d'euros sans augmenter les impôts. Est-ce une équation impossible? Mais d'abord, Thierry Breton, 3 mois donc de mandat de Donald Trump et un risque de chaos économique entre droits de douane, menace de limogeage du patron de la Fed, la Banque centrale américaine. Est-ce que le président américain est en train de mettre 100 dessus-dessous l'économie mondiale? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. On a l'impression, Benjamin Hamel, que en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que 100 jours. Ces 100 jours, ils nous ont semblé très longs par rapport effectivement à toutes les mesures, les annonces, contre-annonces, contre-mesures qui ont été prises par la Maison-Blanche et par le président Donald Trump lui-même. Oui, c'est vrai évidemment, d'abord sur la guerre en Ukraine, on l'oublie aussi. Il avait promis de régler la situation en D'abord en 24 heures. 24 heures, puis en 100 jours. Et puis on voit maintenant que Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, donc c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères américain, commence à dire que finalement, si c'est vraiment trop compliqué, ils vont se retirer. On a vu également, bien entendu, tout ce qui s'est passé avec ces droits de douane, vous venez d'y faire allusion. Et puis quand même des annonces, des reculades. Le fait aussi, qui est quand même un fait qui va rester dans l'histoire économique, me semble-t-il, d'abord que cette situation, contrairement à toutes les crises économiques, on n'en est pas encore là, mais ça peut venir, elle est due à un homme. Généralement, c'est des situations qui sont des situations macroéconomiques, qui vont créer ensuite des perturbations mondiales sur les monnaies, sur les systèmes économiques. Là, c'est un homme. C'est un danger pour le monde, C'est Donald un Trump? homme, en tout cas, qui a créé ces perturbations. Alors, on sait qu'il est dans son méthode dite transactionnelle. Il va très loin. Il revient ensuite derrière pour donner le sentiment à ses contreparties qu'ils ont fait un bon deal et il espère les amener là où il veut. Sauf que les marchés financiers sont aussi les maîtres du jeu et on l'a vu du reste. Alors qu'il a reculé massivement sur 194 pays sur 195 qu'il avait taxé, je dis 194 parce que la Chine n'en fait pas partie, on le sait, sous la pression des marchés, on le sait, il y a maintenant un peu plus d'une semaine, et lorsque, effectivement, pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis ont failli rater une émission de dette obligataire pour se refinancer. On oublie que les États-Unis, c'est le pays en volume le plus endetté du monde, à près de 35 000 milliards de dollars de dette. On oublie aussi, peut-être Donald Trump lui-même l'a oublié, que 25% de ceux qui prêtent de l'argent aux États-Unis pour vivre au-dessus de ses moyens, on en parlera pour la France, vous voyez, on n'est pas tout seul, mais que ça nous serve de leçon, car ceux qui prêtent de l'argent, Ce sont les Japonais, les Chinois. les Chinois, mais aussi les Anglais, mais aussi les Allemands, mais aussi l'Europe, pour 25% d'entre eux, prêtent l'argent précisément aux États-Unis, qui doit se refinancer pour financer son modèle économique, pour financer sa défense, pour financer l'ensemble, je dirais, de sa croissance. Et si jamais ceux-ci ne sont pas au rendez-vous, eh bien, il s'est passé ce qui s'est passé il y a une semaine. Et donc, Donald Trump a dû rabattre la voilure, comme on le sait. Et qui a expliqué effectivement cette reculade. On va détailler tous les effets sur l'économie mondiale, l'économie française également, mais d'un mot sur la négociation possible. On a vu en fin de semaine la dirigeante italienne Giorgia Meloni aller voir Donald Trump. Certains se posaient la question de savoir si elle pouvait être une messagère, si elle pouvait essayer de faire valoir les intérêts européens. Bon, résultat, elle a parlé pendant à peine quelques minutes. Rien n'est sorti de cet entretien, si ce n'est des engagements de l'Italie vis-à-vis des États-Unis, notamment sur le gaz liquéfié. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, on ne peut pas négocier avec Donald Trump, que c'est peine perdue? Il faut être très clair dans la situation que nous vivons, Benjamin Duhamel. On vit une situation qui est inédite, on le dit. L'Europe, elle est représentée par ses institutions. L'Europe est forte, et précisément dans ce type de négociation, parce que l'Europe, c'est 27 États membres, et que nous pesons le poids de 450 millions de consommateurs. Nous sommes la deuxième économie mondiale, extraordinairement puissante, forte d'une épargne qui est l'une des plus abondantes au monde. Et c'est parce que nous sommes ensemble que nous pesons. Ça n'a pas l'air d'être très efficace pour l'instant. Alors, on verra, mais surtout, ce qui est très important, c'est que dans nos institutions européennes, pour précisément utiliser cette force, en particulier
dans les négociations commerciales et peser de tout notre poids. C'est la Commission européenne qui a reçu délégation exclusive, je dis bien exclusive, de négocier au nom des 27. Oui, mais sauf que Donald Trump ne veut pas entendre parler de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Vous mettez le doigt sur un point très important, effectivement. L'ensemble des États membres et les chefs d'État et de gouvernement des 27 sont libres de leur politique, évidemment, et de leur politique, bien entendu, en matière d'affaires étrangères. Ils vont voir qu'ils veulent, c'est bien normal. Mais la compétence commerciale, c'est bien normal que Giorgia Meloni aille voir le président Trump si elle le souhaite, de même que Emmanuel Macron lui parle souvent, c'est normal. En revanche, elle n'a strictement aucun mandat, et jamais elle n'en aura, pour négocier au nom des 27. Et c'est une personne qui a obtenu ce mandat. Cette personne s'appelle Ursula von der Leyen. Alors, elle a été désignée... Oui, mais encore une fois, Thierry Breton, Donald Trump ne veut pas l'avoir. Alors, elle a été désignée par les 27, au sein du Conseil européen, et par le Parlement européen. Donc, c'est notre démocratie continentale qui l'a désignée. Nous n'avons pas choisi, nous, Européens, Donald Trump. Nous n'avons pas choisi, nous, Européens, Xi Jinping en Chine. Mais ils représentent, chacun d'entre eux, leur pays. Eh bien, voyez-vous, pour nous, c'est Madame von der Leyen. D'accord. Donc, elle doit s'imposer. Mais s'imposer comment quand vous voulez inviter quelqu'un à dîner et que la personne ne veut pas dîner avec vous, Benjamin vous n'allez pas la contraindre. Nous avons aujourd'hui à mener pas une négociation, mais 3 négociations. Si vous me donnez une minute, je vais peut-être l'expliquer très brièvement pour vos téléspectateurs. Pourquoi je dis qu'il y a 3 négociations ? Parce que finalement, Donald Trump, il a 3 objectifs avec cette guerre tarifaire mondiale, au fond, cette guerre des droits de douane mondiale qu'il a décrétée. Le premier, c'est qu'il veut augmenter les droits de douane, alors on l'a vu, minimum de 10%, parce qu'il a fait une promesse électorale importante pendant sa campagne électorale. Il a indiqué qu'il voulait baisser l'impôt sur les sociétés et que pour rééquilibrer son budget, il allait augmenter les droits de douane au prorata de la baisse pour baisser les impôts sur les sociétés de 30% à 15%. Ces 10%-là, c'est donc une décision politique. Il faut donc négocier avec quelqu'un qui est précisément un mandat politique. Deuxième négociation, il veut réindustrialiser son pays. C'est son droit et on peut le comprendre. Il dit pas que des sottises, Donald Trump, loin s'en faut. Il veut réindustrialiser les États-Unis, la Rust Belt en particulier, vous savez, ces fameux États du centre des États-Unis qui ont perdu beaucoup d'emplois industriels. Et pour ceci, eh bien, il a sélectionné 4 ou 5 secteurs clés. C'est l'automobile, ce sont les semi-conducteurs, c'est évidemment la pharmacie, peut-être le bois, etc. Et donc, pour ça, il a dit, écoutez, je mets 25% de droits de douane supplémentaires, et si vous venez me voir pour venir vous installer aux États-Unis, je vais baisser ce montant arbitraire. C'est une deuxième négociation, celle-ci est industrielle. Et puis il y en a une troisième, qui est qu'il veut baisser, réduire les différentiels de balance commerciale. Les États-Unis, on le sait, ont un déficit avec le monde de 1000 milliards. Il veut le baisser. Et là, c'est donc une négociation de ministre du commerce et donc de commissaire au commerce. On voit donc qu'il y a 3 négociations. Une politique, une industrielle, ce serait plutôt à la main de Stéphane Séjourné, une autre donc sur le commerce extérieur, à la main du commissaire en charge, Maroš Šefčovič, et derrière, ou plutôt devant, il faut évidemment une chef d'orchestre qui est Ursula von der Leyen. Alors si jamais elle ne peut pas avoir rendez-vous avec Donald Trump, ne serait-ce que d'aller à Washington, accompagner de ses équipes. Donc il faut qu'elle y aille à minima. Mais bien entendu, pour nous même représenter. Si elle n'est pas reçue, c'est quand même une forme d'humiliation pour l'Union européenne, non ? On n'est plus là pour savoir si on se fait humilier ou pas, on est là pour assumer. Donc il faut y aller. Assumer, c'est mon intime conviction, il faut assumer ce pourquoi on a été désigné, élu. Elle est trop faible. Mais je ne dis pas ça, je dis simplement qu'encore une fois, ce n'est pas aux autres de choisir avec qui on va négocier. Il se trouve que pour nous, c'est une personne, alors on peut être d'accord ou pas être d'accord, c'est plus la question. Elle s'appelle Ursula von der Leyen, c'est à elle à mener ces négociations. Bon, par ailleurs, Thierry Breton, c'est pas vous faire offense que de dire qu'il est de notoriété publique que vous n'aviez pas les meilleures relations avec Ursula von der Leyen quand vous étiez commissaire. Oui et non, on pouvait avoir des différends politiques, mais c'est pas la question. Je viens de vous dire que c'est elle qui est désignée, c'est elle qui est en charge, et c'est donc elle qui doit être à la fois reconnue, respectée et menée, bien entendu. À Washington, même si c'est pour rester à la porte du bureau ovale et ne pas rentrer dedans. Mais je ne suis pas sûr que M. Šefčovič ou M. Séjourné rentreront au bureau ovale. Il y a des négociations qui se mènent ailleurs. Il y a cette pause de 90 jours, Thierry Breton, sur les droits de douane pour les 194 pays. Et il y a la Chine. Le 195e. On a le sentiment qu'il y a une forme de fébrilité du côté des États-Unis, puisque Donald Trump a accordé un certain nombre d'exemptions.
sur notamment les téléphones portables, les iPhones, sur le matériel informatique. On a aussi des phrases qui sont quelque peu ambiguës. Il reconnaît notamment que ces droits de douane pourraient à un moment donné aboutir à ce que, je cite, les gens n'achètent plus, ce qui est une forme de reconnaissance assez naïve. Est-ce que la Chine est en train de faire plier Donald Trump? Avec tout le respect qu'on doit au président des États-Unis, parce qu'au fond, il a été élu, hein, et donc c'est le président des États-Unis. C'est en référence par rapport à ce que nous venons de dire, et donc nous devons le respecter pour ce qu'il est, comme lui doit nous respecter pour ce que nous sommes. Donc avec tout le respect qu'on lui doit, il n'en demeure pas moins que sa politique économique, et en particulier de droit de douane, elle est à tout le moins brouillonne, voire elle donne le sentiment plutôt d'être conduite comme diraient les enfants, qu'avec une politique de gribouille. C'est-à-dire ceux qui disent que c'est un grand dessein, il avait parfaitement anticipé le fait de reculer, c'est l'art du deal. Je n'en crois pas un mot. Je n'en crois pas un mot. Et je vais vous donner deux exemples, peut-être, pour illustrer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va retomber sur ses pieds et qu'il dira qu'il a eu raison, mais ça, on le sait. Parce que moi, je le pratique depuis un certain nombre d'années. Mais j'en crois pas un mot. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il annonce ses droits de douane, qui au fond vont monter jusqu'à 145% avec la Chine. Et ce faisant, il décrète de fait un embargo avec la Chine. Sauf que, Benjamin Duhamel, la Chine, depuis que nous avons favorisé, poussé pour que la Chine rentre dans l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire au début des années 2000, la Chine, depuis maintenant, est devenue un partenaire extraordinairement important pour la planète. C'est plus de 30%, plus d'un tiers de la base manufacturière du monde est en Chine. C'est un peu l'usine du monde, et en particulier les États-Unis. Donc, se rendre compte finalement que si jamais on crée un embargo, ça va pénaliser qui en premier? Je ne dis même pas les consommateurs américains, les entreprises américaines qui ont des chaînes de valeur, des multiples kyrielles de sous-traitants qui sont aujourd'hui installés en Chine et que donc ceux-ci ne vont plus pouvoir fournir les composants clés, les composants critiques pour l'industrie automobile, pour l'industrie aéronautique, pour l'industrie de défense, pour l'industrie du numérique. Et donc, il se rend compte de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraisemblablement dû recevoir un coup de fil de deux de ses amis, que je connais bien par ailleurs, et donc c'est pour ça que je dis que ce sont des amis. Le premier, c'est Michael Dell. Michael Dell, c'est le président de Dell Computing. Dell, c'est le fabricant, le numéro 1 fabricant de serveurs, c'est-à-dire de ces supercalculateurs et de ces calculateurs. Il est basé à Austin, au Texas, qui est une ville qui est très trumpiste, et il est un grand soutien de Donald Trump. Et j'imagine que, comme il fait tous ses serveurs, la quasi-totalité sont fabriqués en Chine, il a dû lui dire, Monsieur le Président, cher Donald, si c'est ça, il n'y a plus d'ordinateurs aux États-Unis. Il y en a un autre qui s'appelle Tim Cook. Tim Cook, lui, c'est le président d'Apple. Alors, même motif, même punition, si vous me permettez. Alors lui, ces iPhones, ceux que nous utilisons du reste nous aussi, sont tous fabriqués en Chine. Un petit peu maintenant en Inde, mais très peu. Et donc, il a dû lui dire, Monsieur le Président, cher Donald, si tu fais ça, ou si vous faites ça, eh bien, il n'y a plus d'iPhone du tout. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rétropédalé tout de suite. Il a dit, bon ben, pour tout ce qui est électronique, au sens large, qui inclut évidemment les ordinateurs. Non, mais ce que vous dites, c'est quand même, c'est un piètre négociateur. Mais ça veut donc dire que tout ceci n'est pas pensé. Parce que j'ajoute que c'est quand même dans les relations de commerce entre la Chine et les États-Unis, on parle quand même de pratiquement un quart. D'un seul coup, pouf, il y a un quart qui sont sortis de l'écran radar. Donc oui, quand je vous dis que ça donne le sentiment un peu d'une politique de gribouille, mais ça veut dire quoi derrière ça? Ça veut dire que les Chinois savent très bien qu'aujourd'hui, ils s'organisent précisément dans ce combat, dans cette lutte, parce que c'est une lutte que Donald Trump a lancée contre les Chinois. Il a du reste pas complètement tort. C'est souvent du reste le cas. Ces analyses instinctives, pour beaucoup d'entre elles, partent souvent d'un constat qui n'est pas un constat faux. C'est vrai qu'il faut rééquilibrer ce qui se passe maintenant avec la Chine. On en est, nous, du reste, bien conscients. Mais c'est sans doute la pire des manières. Mais après, sur l'exécution, on voit que finalement, comme on dit, ou comme disent certains, il faut des adultes dans la pièce. Ils sont peut-être pas toujours là. Et il n'en reste plus beaucoup. Juste un mot avant de parler des déclarations du ministre de l'économie et des finances sur le patriotisme ou non des patrons français. Pour le consommateur français, pour celui ou celle qui nous regarde ce soir et qui se demande l'impact sur son quotidien de tous ces combats économiques de grande ampleur, qu'est-ce qui est le plus à craindre? Est-ce que c'est la guerre économique entre la Chine et les États-Unis? Est-ce que ce sont les droits de douane si jamais ils étaient rétablis au bout de 90 jours? Quel est le plus grand risque pour le consommateur français?
D'abord un mot, la première victime de tout ça, ça va être plutôt le consommateur américain. Hein. Il faut bien en être conscient parce que c'est lui à la fin qui va payer l'augmentation des droits de douane dans les supermarchés, les Walmart, Radio Shack et autres. Et ça c'est vraiment très important parce que c'est aussi sans doute Une pression à une forme de rééquilibrage. Voilà. Même si, encore une fois, il faut bien comprendre que Donald Trump va revenir sur certains de ses propositions excessives en arrière, et que c'est ça ce qu'on appelle dans son livre l'art du deal. Oui. Du reste, la jeune femme qui tient les conférences de presse à la Maison Blanche, Mme Lewitt, tous les jours, insulte vos confrères journalistes, en disant mais vous n'avez rien compris, tout ce qui se passe c'est pas des reculades, c'est l'art du deal. Bon, donc il va retomber sur ses pieds. Donc, pas moins qu'on va reculer. Donc on ne sait pas encore où ça va finir. Maintenant pour les consommateurs français, alors il se trouve que nous en France, bien sûr, sur l'ensemble de l'Europe, il y a des pays qui sont plus exposés que nous. L'Allemagne en particulier, qui exporte beaucoup aux États-Unis, elle est donc très exposée, en particulier à cause de son secteur automobile ou de la machine-outil. L'Italie également est très exposée. Nous en France, j'allais dire hélas, on n'a que 1,5% PIB qui est concerné, donc c'est relativement faible. Alors on le sait, hein, c'est évidemment tout ce qui concerne le luxe, les spiritueux, le domaine un peu agricole, l'aéronautique. Mais enfin, voilà, donc on va pas être très exposé, mais il y aura sans doute un impact. On estime peut-être à 0,2, peut-être 0,2 points de croissance. Alors, malheureusement, la croissance, on n'arrête pas de la revoir à la baisse. Hein. Je rappelle que Michel Barnier, sur 2025, c'était 1,2. Puis après ça, et maintenant, c'est 0,7. On dit que c'est 0,9. Puis après ça, 0,7. Et maintenant, la Banque de France et autres nous disent que c'est peut-être un peu optimiste. Donc, pour la croissance, oui, il y aura sans doute un petit impact. Et pour le consommateur, sans doute pas grand-chose. Pour une raison alors qui est à la fois bonne et mauvaise. D'abord, sur lequel il faut qu'on soit extrêmement attentif. On va avoir évidemment un nombre très important de produits qui étaient destinés au marché américain, qui vont plus trouver des bouchées sur le marché américain et qui risquent d'arriver sur le marché européen. Avec donc quelque part un impact plutôt déflationniste, c'est-à-dire que ces produits vont venir chinois et des produits bien asiatiques. entendu, ces produits vont venir en abondance. Et il faut aussi que là, on soit très attentif à ce que ça ne déstabilise pas des pans entiers de notre industrie, de nos PME, qui vont du reste souffrir, qui risquent de souffrir de cela. Donc il faut qu'on se protège contre ça. Mais pour le consommateur, au fond, on sera certainement beaucoup plus épargné, j'allais dire, que le consommateur américain, même si, encore une fois, ces guerres tarifaires, ne font que des perdants. Ne font que des perdants. Thierry Breton, je voudrais qu'on parle des propos d'un des hommes les plus riches du monde, qui ont été très largement commentés cette semaine. Homme le plus riche de France, Bernard Arnault, patron de LVMH, qui s'en est pris à la bureaucratie européenne et a expliqué que s'il allait produire aux États-Unis, ce serait de la faute de l'Europe et pas de celle de Donald Trump. Vous qui êtes le partisan d'une Europe qui parle le langage de la force, ce type de propos de la part d'un homme aussi influent que Bernard Arnault, ça n'aide pas l'Union européenne dans ce type de bras de fer avec les États-Unis? Alors Bernard Arnault parle de là où il est, c'est-à-dire un très grand chef d'entreprise, vous l'avez rappelé à l'instant, et moi qui le connais bien, je peux vous dire qu'il dit mais de là où il est, et avec ses mots, peut-être de façon un peu moins diplomate que certains, il dit ce que je dis. Il dit que dans les négociations... Vous dites que l'Europe est bureaucratique, vous qui avez été commissaire européen? Eh bien, quand je vous dis qu'il faut que l'Europe reprenne un leadership politique, précisément pour négocier, parce qu'on négocie entre politiques. Pardon, mais Donald Trump, c'est un politique avant d'être un économiste. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte. Économiste, oui. Donc, il faut que nous discutions en politique et non pas en technocrate. Eh bien, on dit la même chose. Là-dessus, il a raison. L'Europe est trop bureaucratique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je le redis, moi, avec mes mots, mais finalement, on dit la même chose. Ouais. On ne peut pas laisser cette négociation, alors qu'on n'a pas voulu, hein. Faut pas inverser les rôles. Celui qui l'a voulu, sauf que c'est ce que dit Bernard Arnault. Quand on lit Bernard Arnault, quand on l'écoute, on a le sentiment qu'au fond, je suis pas là pour défendre les fautifs, ce seraient les Européens et pas Donald Trump. Je dis qu'à partir du moment où cette guerre-là est enclenchée, il faut qu'on s'organise pour y répondre, parce que nous sommes un grand continent et qu'on ne peut pas baisser les chines. Et donc, comment faire pour pouvoir répondre, et je le redis, aux 3 négociations que j'ai rappelées tout à l'heure à votre micro? Eh bien, il faut le faire non pas de façon technocratique, c'est vrai que ça peut donner peut-être un peu le sens à certains aujourd'hui, mais de façon politique, et donc ça se traduit par quoi? En voyant nos politiques et notre politique, c'est-à-dire Madame von der Leyen, pour mener cette négociation. On dit la même chose. Ça, c'est votre idée fixe. Le ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, appelle dans les colonnes de la Tribune dimanche les patrons français au patriotisme économique.
il n'est pas assez patriote, Bernard Arnault, dans ses propos? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire que le patriotisme économique. Ce que je sais, en revanche, Ah bah, c'est assez clair. C'est de dire mais que attendez, dans les actions au quotidien des chefs d'entreprise, ils doivent, si on prend le cas d'espèce, éviter de Benjamin viser Duhamel, la bureaucratie européenne Benjamin ou Duhamel, les normes qui sont non, édictées. c'est pas ça. Benjamin Duhamel, je connais assez bien l'ensemble des patrons européens. Ils sont patriotes. Ils privilégient C'est pour pas la ce que dit Eric Lombard. capitalité entre eux. Attendez. Mm. Ils privilégient effectivement leur pays. Ils y sont attachés. Croyez-le bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette négociation? Dans cette négociation, et je parle du second segment, la négociation industrielle, où précisément pour pouvoir renégocier donc avec l'administration américaine ces droits de douane surréalistes, les fameux 25% pour le secteur automobile, 25% pour les semi-conducteurs, 25% pour la pharmacie, il vaut mieux arriver groupé plutôt qu'isolé. Est-ce qu'il ne faut pas, je vais terminer, est-ce qu'il ne faut si vous pas le Thierry permettez. Breton, pour être patriote économiquement non, parlant, non. est-ce qu'il ne faut pas éviter les critiques sur non. l'Union européenne ou il s'agit simplement de redire, par l'Union européenne? Il s'agit simplement de redire que l'Union européenne est une institution également politique et qu'elle doit jouer ce rôle politique. Sur les normes, bien sûr qu'il y a trop de normes. Bien sûr qu'il faut faire un peu le nettoyage. Mais je rappelle que ces normes, elles ont toutes été votées. Toutes. C'est pas décrété par des bureaucrates. Elles ont été votées par le Parlement européen et donc par les députés que nous élisons dans chacun de nos pays, et par les 27. Donc il faut maintenant, évidemment, elles sont peut-être plus au goût du jour. Ouais. Mais revenons une dernière seconde, si vous le permettez, sur ce que dit Bernard Arnault, et ce que dit avec ses propres mots le président de la République aussi, lorsqu'il dit « vaut mieux venir grouper ». Les entreprises, pardon, Thierry Breton, mais Emmanuel Macron, il dit qu'il faut que les grandes entreprises françaises arrêtent d'investir aux États-Unis. Je voudrais juste terminer mon raisonnement que je n'arrive pas à dérouler, si vous me donnez 2 secondes, parce que c'est important. Donc, encore une fois, les entreprises, elles décident par elles-mêmes de où il faut investir. Et personne ne peut le décider pour elles. Beaucoup d'entreprises européennes et françaises ont déjà des projets d'investissement aux États-Unis. Ça date en particulier de l'IRA, Inflation Reduction Act. Ça, il ne faut pas les arrêter. Mais c'est les choix des entreprises. Personne ne peut l'arrêter, bien entendu. C'est leur choix. C'est le choix de leur conseil d'administration, de leurs actionnaires. Et ça se passera. Ce que dit Bernard Arnault et ce qu'a dit avec ses mots le président de la République, c'est venons grouper parce que, évidemment, on sera beaucoup plus fort. Et moi, je rajoute, pas seulement au niveau français, au niveau européen. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé depuis longtemps de mettre quelques usines, par exemple automobiles, aux États-Unis. Arrivons avec un paquet complet, parce qu'on sera plus fort pour négocier contre, je dirais, ces droits de douane abracadabrantesques, comme disait Jacques Chirac. Et revenir à la raison. C'est donc une logique, là encore, de négociation et de rapport de force. Jacques Chirac, qui lui-même citait Arthur Rimbaud, d'ailleurs. Deux réactions suscitées par les propos de Bernard Arnault. La première, celle de Michel-Édouard Leclerc, qui s'adresse directement à lui en disant fais société, voilà, je lance un appel à Bernard Arnault, fais société, fais nation. Comme si Bernard Arnault ne faisait pas suffisamment société ou nation. Michel-Édouard Leclerc est le directeur de la communication des centres Leclerc. Laissons-le à faire sa communication. Ça, c'est pour Michel-Édouard Leclerc. Deuxième réaction, celle-là politique du patron du Parti communiste, Fabien Roussel. Voilà ce qu'il dit. Face à la guerre économique de Trump, des grands patrons européens et français nous menacent. Soit on accède à leur demande de cadeaux fiscaux supplémentaires, soit ils partent investir aux États-Unis. Dans l'histoire, il y a toujours eu la résistance et la collaboration. Oui, ne mélangeons pas tout. Et n'appelons pas l'histoire là où elle n'a pas lieu d'être. Mais il y a une forme, en tout cas, d'émoi qui est suscitée par ces propos de Bernard Arnault. Oui, c'est normal, c'est pas n'importe qui. Et encore une fois, je le redis, et je le redis de façon très simple, très calme, mais très déterminée. Nous devons mener cette négociation de façon radicale, parce que nous sommes une Europe puissance, et entre la vassalisation, c'est-à-dire on ne ferait rien, on ne bouge pas, et le fait de s'organiser pour riposter, vous me trouverez de mon côté, toujours du côté, en ce qui me concerne, de l'Europe puissance. Thierry Breton, un tourbillon économique mondial qui a bien évidemment des conséquences en France. François Bayrou qui a alerté cette semaine sur les 40 milliards d'euros d'économies à trouver lors du prochain budget. Je rappelle que vous avez été ministre de l'économie et des finances entre 2005 et 2007, que d'ailleurs à votre époque, les choses se passaient plutôt mieux sur le plan budgétaire. Même si en 2007 arrive un Premier ministre, François Fillon, qui déclare peu de temps après son arrivée à Matignon « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, en avril 2025, il y a un État en faillite? Est-ce que le risque en est là?
Puisque vous faites référence à l'histoire, vous également, il n'y a pas que M. Fabien Roussel. Mmh. Effectivement, entre 2005 et 2007, les dernières Mmh. 3 années du mandat de Jacques Chirac, Mmh. nous avons baissé pour la première fois depuis longtemps et de façon volontaire l'endettement de la France de 67% à 62%. Mmh. Et c'est vrai qu'on avait à l'époque 1200 milliards d'euros de dette. Ce qui a fait dire à François Fillon, j'étais d'accord avec lui, que c'était trop. François Fillon est resté 5 ans Premier ministre, on s'en souvient, Mmh. et la dette est passée de 1200 milliards à Il y a eu 1800 milliards. Il y a eu, une petite crise financière en il y a eu 2008. une petite crise financière en Ouais. 2008, mais voyez-vous, l'Allemagne, Mmh. en 2007, Benjamin Duhamel, elle est à 67% d'endettement. La France n'est qu'à 62%. 5 ans plus tard, l'Allemagne est à 78%. Mmh. La France est à 95%. Même crise des deux côtés du Rhin. Mmh. Donc, encore une fois, chacun, je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut, mais au fond, derrière, il y a une chose. C'est Mais qu'effectivement, on a été beaucoup trop Mais laxiste aujourd'hui, sur nos finances publiques en France et qu'il faut maintenant, c'est même pas une urgence. Relisez, vous l'avez lu évidemment, vous l'avez entendu, le discours de François Bayrou sur le diagnostic, Ouais. il est exact. On peut pas continuer comme ça, c'est plus possible. 3300 milliards de dettes désormais. Je rappelle 2007, on était à 1200. sur C'était déjà trop. l'urgence, Thierry Breton, et sur la façon d'y remédier, est-ce que si on fait l'année prochaine, dans le budget 2026, 40 milliards d'euros d'économies, est-ce que ça veut dire que ça aura un impact sur la croissance? Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faudra à un moment donné que les Français constatent que on ne peut pas faire 40 milliards d'euros sans s'en prendre à leur modèle social? Est-ce que c'est ce à quoi les Français doivent se préparer? Certainement pas. Je le dis de la façon Donc c'est la plus indolore. claire. Certainement. D'abord, rien n'est indolore, mais je voudrais qu'on arrête de dire aux Français qu'en permanence, tous les ans, on leur dit comme message politique, il faut que vous vous serriez la ceinture, il faut que vous fassiez des efforts. Mmh. C'est terminé. La machine France, le pays France, Mmh. c'est combien, Benjamin Duhamel? Le pays France, pour le faire fonctionner, c'est entre 1500 et 1600 milliards Mmh. d'euros par an. C'est ça ce qu'on dépense pour faire fonctionner Avec le pays 50% de France. dépenses sociales. Attendez. Qui ont un impact Je vais direct sur juste les donner Français. pour vos Ouais. téléspectateurs quelques chiffres Mmh. que peut-être tout le monde n'a pas en tête. Le budget de l'État pour faire fonctionner tous nos ministères, nos fonctionnaires les rémunérés, nos armées, c'est 330, 350 milliards. Le budget de la sécurité sociale, ce qui fonde notre lien social et nos retraites, c'est 900 milliards. Mmh. 3 fois plus que l'État. Donc on dépense aujourd'hui, et je ne dis pas que c'est mal, mais on dépense aujourd'hui 900 milliards pour précisément notre pacte social. Il date de quand, Benjamin Duhamel, ce pacte social? Il date du Conseil national de la Résistance, qui avait été créé en 1943. Jean Moulin en était le premier président. Mmh. Et derrière, à la Libération, on a fondé effectivement une promesse. Cette promesse, c'était que l'État allait s'occuper de notre sécurité sanitaire, en matière de santé, et de notre retraite. C'est l'État qui s'en occupe. C'est un magnifique projet. À l'époque, Qui coûte trop cher aujourd'hui? Benjamin Duhamel, on rentre dans la période des 30 Glorieuses, on est à 4-5% de croissance, on est dans une démographie d'après-guerre galopante, et donc le système, il fonctionne jusqu'en 81, où ce système commence à s'enrayer. La dette de la France en 81, elle est de 20% par rapport au PIB. Lorsque François Mitterrand quitte le pouvoir 14 ans plus tard, elle est de 53%. Parce qu'on va commencer précisément à utiliser l'endettement, parce qu'on ne peut plus se payer ça, pour se payer notre modèle social. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis qu'aujourd'hui, le Premier ministre a raison de poser cette question sur la table. Il va falloir qu'on en discute. 900 milliards nous dépensons pour précisément et nos retraites et notre bien social. Par exemple, et donc il faut maintenant s'asseoir autour de la table. Et vous voyez, on parle de 40 milliards, je le dis pour nos téléspectateurs, on parle de 40 milliards sur 1600 milliards. Est-ce que c'est pas faisable? Bien sûr que oui que c'est faisable. Simplement pour prendre un exemple, bien sûr que oui que c'est faisable et que ça ne doit pas être précisément en augmentant les impôts, parce que là on a déjà les impôts les plus élevés de tous les pays de l'OCDE, donc ça il faut qu'on soit là-dessus extrêmément clair. Mais deux, oui, il va falloir qu'on commence à regarder deux choses. Un, qu'on travaille mieux. Il y a tellement d'agences qu'il faut reprendre en main. Il y a tellement d'éléments que l'État fait mal. Oui, mais il y a aussi le fait qu'il va sans doute falloir aussi qu'on discute. Et qu'on travaille plus longtemps. Qu'on discute encore une fois. Oui, bien sûr, qu'on discute sur... aujourd'hui, les Français travaillent en moyenne 100 heures de moins par an
que l'ensemble de la moyenne européenne. 100 heures de moins par an, ça veut dire 2 heures de moins par semaine. Ben, il faut peut-être en parler. Et puis, je voudrais dire une chose qui est extrêmement importante. Derrière, il y a la responsabilité, ce thème de la responsabilité. Autant je le redis haut et clair à votre micro ce soir, il faut arrêter de dire, mais désormais, il va falloir que les Français se serrent la ceinture. C'est à l'État à se serrer la ceinture. C'est à l'État à faire le travail. Et il faut des politiques derrière qui mènent ce travail, y compris qui proposent peut-être de revoir ce pacte qui avait été créé à l'issue du Conseil national de la résistance et de faire introduire peut-être aussi de la retraite non plus uniquement par répartition, mais aussi par capitalisation. C'est ce qu'il faut maintenant amener, évidemment en consensus, mais j'espère qu'on va le faire dans les 18 mois qui viennent et que ce sera un élément majeur du débat présidentiel qui s'annonce devant nous. Justement, débat présidentiel, un tout dernier mot Thierry Breton. Le Monde s'est interrogé cette semaine dans ses colonnes sur l'hypothèse d'un PDG de la France pour 2027. C'était une analyse signée Claire Gatinois. Vous qui avez été chef d'entreprise, aussi responsable politique, est-ce que c'est ce qu'il faut à la France, un PDG pour la France en 2027? Vous savez, j'ai été chef d'entreprise, vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai été ministre, j'ai été commissaire européen. Ce sont 3 fonctions qui n'ont rien à voir. La France, c'est pas une entreprise. Une entreprise, c'est pas un pays. Donc non. Ça pourrait être vous le PDG de la France en 2027? Certainement, Benjamin Duhamel. Oui, pourquoi pas. Mais la France, c'est pas une entreprise. Et donc, quand on décide de servir l'intérêt général, il faut le faire. Ça s'improvise pas. Regardez ce qui se passe quand ça s'improvise. Je pense que l'exemple d'Elon Musk, qui s'est auto-décrété d'un seul coup homme politique du jour au lendemain, je pense qu'il ne survivra pas aux 130 jours qui lui étaient réservés. Mais très sérieusement, sur vos ambitions à vous, Thierry Breton, on avait cité souvent, quand il y a des changements de Premier ministre, votre nom revient. Non, je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai vu celui de M. Michel-Édouard Leclerc, c'est vrai. Qui ne ferme pas tout à fait la porte, même si ça dépend un peu du jour où on l'interroge. Donc vous, si je vous pose la question, ambition politique, Élysée 2027? Mes ambitions, c'est certainement pas celle-là. C'est au contraire de continuer à éclairer nos concitoyens, c'est vrai, dans un monde de là où je peux, dans un monde qui est, on l'a vu au cours de notre entretien, assez incertain.